Je laisse la parole sur le symptôme. Je laisse la parole à Gisèle. Tac. Voilà. Alors, la question, vous entendez bien? La question que pose mon titre m'a paru élémentaire. Une psychanalyse en finit-elle avec l'angoisse? C'est une question qui paraît centrale et pourtant elle est rarement posée ainsi, vous avez dû le voir, dans le champ psychanalytique, du moins. Ce qui est dommage parce que là où elle est posée effectivement, elle l'est en général pour dire que non. Une psychanalyse n'en terminerait pas avec l'angoisse, ce qui n'est pas exact dans nombre de cas, et ce qui n'est pas bienveillant d'une manière générale. Pourtant, les résultats des enquêtes publiées indiquent une efficacité comparable de toutes les psychothérapies sur les processus anxieux. Certes, elles ne se consacrent pas uniquement aux thérapies analytiques, mais elles ne les excluent pas non plus. Certes, nous aurions pu espérer qu'il y ait un bonus en quelque sorte du côté des psychothérapies analytiques, mais il semble que ça ne soit pas le cas. Donc nous devons être modestes. Dans notre pratique, chacun peut se faire une idée et même chiffrer, pourquoi pas, les analyses qui réussissent sur ce point. En général, c'est sur d'autres points également, bien sûr. Et on sait bien que la proportion est parfois conséquente, pour peu qu'on soit rigoureux à le chiffrer. Regardons tout d'abord en quels termes l'angoisse parle pour nous et se présente dans l'expérience. On connaît bien les points que Lacan a repris sur la manière de concevoir l'angoisse à partir de ce qu'elle était pour Freud et d'autres. Et parmi eux, parmi ces points, il en est un qui nous a marqués décisivement, que je vais isoler, privilégier. C'est celui qui fait de l'angoisse la sensation du désir de l'autre. C'est un concept clinique, si tant est que ça ne soit pas contradictoire, et ça ne l'est pas. C'est un concept clinique, ça se sait, ça se sent dans l'expérience. Ça implique le sujet dans un certain rapport, dans une certaine dépendance à cet autre et à son désir, et à la fois dans le danger qu'il représente. Cette conception de Lacan entamait l'idée que l'on a spontanément, qui est largement cultivée, que le désir de l'autre est par définition désirable, que c'est son absence qui ne l'est pas. Ce qui bien sûr est vrai aussi, mais pas que. Une idée courante, générale, s'en tenait par exemple, à l'époque, maintenant ça a bien changé, à supposer que les enfants non désirés vont mal et que les autres vont bien. Ce qui, on le sait maintenant, est un peu court et parfois faux. Lorsque Lacan introduisait le désir de l'autre maternel comme étant à la fois fondateur et problématique, nous étions encore plutôt dans l'idée des troubles consécutifs à son absence, donc, ou son insuffisance, ou sa pathologie. Certes, Freud nous avait sensibilisés à ce pas assez du désir dans ce qui construit, par exemple, l'hystérie, et à ce trop du désir dans ce qui construit, par exemple, l'obsession. Mais nous n'avions pas en tête que le désir de l'autre pouvait être problématique tout en étant fondateur. Bien sûr, quelques dizaines d'années plus tard, on n'entendait plus, venant supposément de chez Lacan, que la notion du crocodile, c'est-à-dire le désir de la mère face auquel le phallus, comme un bâton, lui tient la gueule ouverte sans qu'elle puisse la refermer, pour qu'elle ne la referme pas. Mais ne considérer que ça, comme je l'ai entendu souvent dans les interviews de psychanalystes, c'est un excès inverse. La doxa est terrible. Le renversement inaugural que Lacan avait opéré sur l'Oedipe pouvait pourtant nous laisser supposer un remaniement profond du rapport au désir de l'autre. Là où Freud avait décrit un sujet oedipien fondé sur un désir de l'autre génitif objectif, c'est-à-dire un désir pour l'autre, Lacan rétablissait l'aliénation de l'origine, celle d'avant que se produise une séparation logique qui forme le sujet, car c'est l'autre qui désire à l'origine, bien entendu. C'est le désir de l'autre génitif subjectif qui est fondateur, bien entendu.
Et ça n'est pas réversible, comme la poule et l'œuf, à moins de brouiller définitivement les pistes. C'est d'abord ainsi que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. C'est que ce désir en provient tout en le réinterprétant. Le désir de l'autre maternel pour l'enfant détermine la formation et la solidité du narcissisme, on le sait. Chacun le sait. Pas besoin de la psychanalyse pour cela. Mais il n'est pas primordial comme Freud le concevait, parce que ce désir ne forme aucune unité réelle. Lacan a tenu à rectifier ça massivement et répétitivement, parce qu'il y faut quelque chose de plus. C'est pourquoi il a réfuté le concept freudien de narcissisme primordial. Il y faut quelque chose de plus qui est une unité imaginaire. Il y faut aussi la première image du corps dans le miroir, où l'enfant jubile de se reconnaître entier pour la première fois, dans la mesure où jusque-là, il était livré au morcellement des pulsions et où son image lui donne une unité première. Il faudrait... Comme... on peut rien faire? Ah, je touche le micro. Ah bon, d'accord. Je croyais que c'est parce qu'il y avait des micros ouverts sur le Zoom. Bon, ils sont tous fermés? Bon, très bien. Cet imaginaire, cependant, ne tient pas tout seul. Ce moi de l'image spéculaire doit être solidement soutenu dans le symbolique par le désir de la mère, en tant qu'elle est satisfaite de cet enfant-là, parce qu'il répond à ce signifiant-là qu'elle a conçu pour lui, et qu'il brille donc de cet idéal. Voilà comment le désir de la mère soutient le narcissisme, et vous le voyez, c'est par l'intermédiaire de cette unité que forme l'image du corps. Le moi. Le moi. On peut faire quelque chose ou il n'y a rien d'autre à faire? D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Dès lors, si ce désir de l'autre est fondateur, pourquoi sa sensation, vous voyez, c'est quelque chose de presque physique, la sensation du désir de l'autre. Pourquoi sa sensation serait-elle source d'angoisse, voire source prédominante de l'angoisse une fois que le sujet a été fondé, puisqu'il en a besoin pour se fonder, bien sûr. Eh bien, d'abord, certes, parce que ce désir est parfois sans limite, pathologique, mais aussi parce qu'il a dû être refoulé, quel qu'il soit, sans limite ou pas, pour que se forme le sujet du langage. Il est au cœur des fondations symboliques primordiales auxquelles un sujet a dû renoncer en se formant comme sujet du langage. Parce que ces fondations symboliques primordiales, dont avant tout le désir de la mère, le désir de l'autre, sont incompatibles avec le système du sujet du langage, qui se définit, lui, en étant représenté par un signifiant pour un autre où l'un des deux est refoulé. C'est le refoulement primordial. Le désir premier, celui qui a fait naître l'enfant, celui dont il a été l'objet, qui doit être refoulé. Et en le refoulant, le sujet perd quelque chose de très fondamental. Il perd celui qu'il a été dans ce désir de l'autre. Le désir de la mère, avec son signifiant, a été refoulé sous l'effet de ce que Lacan a appelé un nom du père, vous le savez, c'est-à-dire que quelqu'un ou quelque chose a fait loi à la mère. Et pour cette raison, lorsqu'il ressurgit ailleurs, plus tard, ce désir de l'autre, sous la forme du désir qu'un autre manifeste à l'endroit du sujet, a fortiori s'il est sexuel, alors l'angoisse est là, parce que c'est un désir refoulé. On peut la dire incestueuse, cette angoisse, puisque c'est comme ça qu'elle se formule en général. Elle est ressentie ainsi, bien que ce soit une approximation. Comment dans l'expérience un grand autre se distingue d'un petit autre? Vous le savez au fond. À un certain niveau, c'est très simple. Il s'agit, un grand autre, c'est toute personne au désir duquel on répond pour se lier à elle, à lui, de façon relativement durable.
outre les premiers autres du désir duquel on est né, comme la mère, le père dans certains cas, c'est bien sûr le partenaire du couple, dans certains cas, parfois même l'employeur, le chef, un parti politique, etc. Une religion, ça va de soi. Ça va de soi. Tout ça, ce sont des figures de l'autre, c'est-à-dire celles vis-à-vis desquelles, du désir desquelles, le sujet s'engage pour s'y lier, pour en dépendre de façon durable. Alors que le petit autre, bien entendu, le lien que l'on a avec lui ne concerne en aucun cas son désir. Son désir est même plutôt malvenu dans l'affaire, puisque c'est le nôtre qui est concerné, non seulement euh, 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 son désir n'est pas forcément attendu, mais même donc plutôt malvenu, parce que tout ce qu'on lui demande au petit autre, c'est qu'il soit d'accord pour se faire l'objet d'une autre, que ce soit un désir d'amitié, d'amour, d'affection, de n'importe quoi. Ça, c'est le petit autre. On a longtemps pensé que le sujet oedipien devait être abandonné une fois que Lacan avait élaboré le processus de la métaphore paternelle. Autre erreur de la doxa. Il ne s'agit pas du tout de l'abandonner. Il s'agit de s'apercevoir que ce sujet était le second temps d'une logique de la formation du sujet, d'une logique de l'inconscient aboutissant à la formation du sujet de l'inconscient, le premier temps de cette logique étant celui de l'aliénation. Donc, le sujet oedipien est le temps de séparation de la logique d'aliénation, séparation. Il serait donc aussi stupide de penser qu'il remplace l'autre que de prendre une logique en éliminant un de ces temps. Le second temps se spécifie d'être celui qui s'est séparé du désir de l'autre tout en étant issu de lui, et c'est comme séparé qu'il postule son désir incestueux pour l'autre. Et c'est pourquoi ce sujet-là semble un petit peu irréel. Ça a été longtemps reproché à la psychanalyse, vous le savez, que l'Oedipe, ça soit irréel. Et c'est vrai. Ce petit bonhomme qui se pose comme amoureux du grand corps dont il est issu, c'est vrai, c'est un peu irréel. Il s'est formé, en effet, à l'aide de ce fantasme incestueux qui fait de lui ce sujet désirant l'autre dont il s'extrait, le désir de l'autre étant là refoulé. Et dès lors, il ne se représente qu'auprès d'un autre signifiant, ce sujet, ce qui fait de lui, comme disait Lacan, un sujet authentique, c'est-à-dire qui ne suit que sa propre loi, qui ne se représente que par un seul signifiant. Donc, chacun sait qu'on a beaucoup vigoureusement critiqué Freud et la psychanalyse en son ensemble pour avoir énoncé un sujet aussi irréel comme fondateur du désir. Mais bien sûr, personne ne sait à peu près, à l'heure actuelle, du moins à une échelle suffisante pour que ça passe dans ce qu'on appelle le discours courant, alors que le DIP est passé dans le discours courant. Personne ne sait ce que Lacan y a amené comme remarque, comme rectification, y compris dans le champ psychanalytique, je pense, comme rectification de ce que ce sujet n'était évidemment pas à abandonner. Il est fondateur du désir aussi bien que le cogito est fondateur de la pensée. Il n'était donc absolument pas à abandonner, mais à remettre à sa place, qui est une place de sujet de la séparation, quand le désir de l'autre, de la métaphore paternelle, est une place d'aliénation. Rencontrer plus tard dans l'hypothèse amoureuse ce désir de l'autre, être saisi comme objet de ce désir, être cette fois un désir explicitement sexuel, est très logiquement source d'angoisse donc, et notamment à l'entrée du rapport sexuel. Tous les désirs qui se présentent alors, je parle donc particulièrement de l'adolescence bien sûr, tous les désirs qui se présentent alors paraissent tout aussi incestueux pour le sujet qui entre dans le rapport sexuel. C'est pour ça que ça fait d'ailleurs tant de catastrophes quelquefois. Tous les désirs paraissent donc incestueux, donc interdits, comme celui qui a été refoulé. À ce moment-là, à cette étape-là, on conçoit sur cette simple base logique toute la difficulté des premières amours pour les corps parlants, qui sont soumis à l'interdit de l'inceste et à ses conséquences et à ses effets.
un interdit de l'inceste qui fait tache d'huile, en quelque sorte, bien ailleurs que là où il est justifié, ça va de soi. Et d'ailleurs, l'Église en sait quelque chose, puisque, vous le savez, à une époque qui est maintenant un petit peu lointaine, l'interdit des mariages comme incestueux allait jusqu'à des degrés de parenté extrêmement lointains, ce qui fait que plus personne n'arrivait à savoir qu'est-ce qui était incestueux ou qu'est-ce qui ne l'était pas. Tout était incestueux pour l'Église, notamment au sens étymologique, c'est-à-dire non chaste. Donc il suffit que le sujet réponde au désir de l'autre manifesté à son endroit pour l'ériger, je le disais, comme autre avec un grand A, avec toute l'angoisse qui va avec. C'est-à-dire le commun des premières relations, bien sûr. Lorsqu'il se situe comme objet du désir, la sensation du désir de l'autre, dès lors, pour ce sujet, frôle sans cesse la limite de ce qui a été refoulé ou interdit, et interdit. Ou bien à l'inverse, ce qui est son corrélat, tout à fait, il a affaire à cette angoisse majeure que Lacan appelait angoisse de castration, mais c'est juste à condition de voir que c'est une castration dans l'être et non pas dans l'avoir, c'est-à-dire l'angoisse de perdre l'amour de l'autre, l'angoisse de ne pas être suffisamment désirable, l'angoisse de ne pas être suffisamment cet objet phallique que l'autre va désirer, etc. Alors si au contraire il a fait de l'autre, petit a cette fois, son objet de désir, il a alors affaire à l'objet petit a et au petit autre, c'est-à-dire celui qu'il conçoit comme une part de lui. C'est pour ça que le désir, dans ce cas-là, de l'autre est très malvenu, c'est parce qu'il n'y en a qu'un seul. Cet objet est une part de lui. Dans ce cadre, c'est plutôt l'angoisse dite de castration qu'il rencontre, c'est-à-dire celle de ne pas être à la hauteur, comme on dit, pas suffisamment phallique, mais cette fois selon l'avoir. Cette fois, ça concerne la jouissance phallique. D'autant plus que son désir inconscient reste d'être le phallus, dans la névrose en tout cas, beaucoup plus que de l'avoir. Il est donc menacé d'autant plus de la crainte de ne pas l'avoir, puisque pour l'être, il faut ne pas l'avoir, dans la logique phallique, dans la logique. Lacan disait que c'était la logique patriarcale, et il avait raison, c'est dans cette logique-là que l'avoir s'oppose à l'être. Et que c'est comme ça qu'on détermine et qu'on distribue les fonctions sexuées, les fonctions et les rôles des genres, comme on dit. L'autre est donc problématique, son désir est énigmatique, le sujet se demande ce qu'il veut de lui, ne serait-ce pas l'abuser, etc. Soit que ce désir soit trop envahissant pour sa subjectivité, soit qu'il surgisse derrière l'objet du désir qui, lui, était supposé sans désir. Tous les cas de figure, bien sûr. Lorsque derrière le désirable surgit le désirant, vous le savez, c'est l'angoisse. C'est bien pour ça qu'on demande à l'objet du désir de ne pas désirer, du moins de ne pas le manifester. Ces formes logiques peuvent largement s'articuler de diverses manières plus complexes bien entendu. C'est là que se formule ce grand point d'interrogation du désir de l'autre qui énonce Kevoy. Kevoy, c'est la réponse du diable lorsqu'il est convoqué par le héros Alvar, qui surgit sous la forme d'une tête de chameau hideuse dans la nouvelle Le diable amoureux de Cazotte, pour lui demander que veux-tu. C'est ce que Lacan mentionne dans son séminaire Le désir et son interprétation comme référence du rapport du sujet au désir de l'autre, Kevoy. Sauf que, vous l'aurez vu, ça peut s'entendre de deux manières différentes. Dans la nouvelle, dans Le diable amoureux de Cazotte, c'est le héros qui convoque le diable apparaît sous la forme d'un chameau, et ce chameau demande au héros « Que veux-tu » Dans la névrose, il en va autrement. Dans la névrose, c'est le sujet qui est face au désir de l'autre et qui, face à ce désir, est dans l'angoisse de « qu'est-ce qu'il veut de moi ?» Il faut évidemment avoir en tête les deux versants de la question. Il y a donc une inversion dans la nouvelle de Cazotte.
puisque dans cette nouvelle, ce fameux chameau qui est le diable, va devenir sous la forme de Biondetta, le page du héros, le page d'Alvar, devenu femme après avoir été chameau puis chienne, est amoureux, cette Biondetta qui devient femme, est amoureuse du héros qui le lui rend bien sous cette forme. Donc quand Cazotte dit le diable amoureux, c'est exact, mais il faut avoir en tête que c'est une inversion de ce que Lacan évoque. Quant à l'analyse, par définition, elle convoque en quelque sorte le diable analyste pour qu'il demande, lui, à l'analysant, qu'est-ce que tu veux? Donc, en ce sens, c'est évidemment parfaitement adapté à la situation analytique. Que veux-tu? Évidemment, quoi qu'il dise, ce que l'analysant dit à l'analyste. Et là, c'est l'autre, comme chameau, qui, après avoir été invoqué, demande au sujet ce qu'il veut. Et ça correspond bien sûr à quelque chose qui répond à l'organisation de la névrose du point de vue du sujet, ou c'est lui qui se demande ce que l'autre veut de lui. C'est quelque chose qui fonctionne non pas en miroir, ça n'est pas une symétrie, mais en renversement de l'un à l'autre. Le Quevoy, donc, c'est cela, qui fonctionne de fait dans les deux sens. Pour saisir le point où se produit l'angoisse, il faut concevoir un instant, une vue d'ensemble de ce que Lacan a opéré dans la conceptualité de la psychanalyse, et pas seulement sur ce point. Dans l'expérience clinique, comme dans le concept, tout un pan lacanien a été ajouté, tout un versant qui n'existait pas chez Freud et dont nous avons besoin. En quoi, une fois encore, il ne s'agit pas qu'il se substitue à Freud, il s'agit qu'il s'y ajoute. Freud avait observé et décrit tout ce qui se passe en quelque sorte devant le sujet, c'est-à-dire son désir, son fantasme, son objet, son angoisse de castration qui concerne l'objet, le phallus manquant, etc. Le phallus manquant du sujet, voire celui de l'autre éventuellement, bien sûr, comme Freud l'avait remarqué, mais c'est quand même devant lui. Il a quand même affaire à l'angoisse de castration chez l'autre devant lui. Tout était centré sur le sujet et son désir, en tant qu'il est dangereux, impossible, interdit, empêché ou clivé. L'autre, le grand, n'entrait pas véritablement en jeu, comme lieu d'où s'origine le désir, et le sujet, puisque le sujet évidemment s'origine du grand autre. Avec Lacan, nous avons affaire aux deux versants, et il faut sans cesse les avoir en tête dans l'expérience clinique. Ce serait idiot de penser qu'il y a lieu de remplacer l'un par l'autre. Il y a celui qui est devant le sujet comme but, et il y a ce qui est derrière le sujet comme origine et comme cause. Pour Lacan, l'autre dont il est issu, le sujet, eh bien son désir est refoulé, et la perte initiale de l'objet pulsionnel auquel il est lié cause le désir de retrouver un objet qui en tienne lieu, mais qui dès lors est une part de lui, puisque c'est une part de lui qui a été soustraite ou interdite ou perdue, et qui est à retrouver. Pour Freud, ce qui lie le sujet à son objet, sans référence à l'autre, comporte donc un aspect de fantasme. Avec Lacan, ce fantasme est désormais relativisé, déconstruit, mais évidemment, il reste actif dans l'expérience. Le narcissisme primaire de Freud, par exemple, partait de l'idée que le moi originaire avait reçu un capital d'investissement, le moi originaire qui n'était pas chez Freud lié uniquement, voire pas du tout, à l'image spéculaire, bien sûr, vous avez ça en tête. Donc le moi originaire aurait reçu un capital d'investissement avec la libido venant de la mère, ce qui est exact, bien entendu, il a reçu ça, notamment un désir solide, voire un trop de désir. Et quand il s'agissait d'un garçon comme Freud, il nourrissait d'ailleurs le sentiment d'avoir d'emblée, avec ce capital de libido venant de la mère, lui étant adressé, eh ben, qu'il avait d'emblée triomphé de ce rival trop humain, bien trop humain qu'était le père. Ensuite, un tel garçon était habité par la hantise d'un père déjà mort de son fait, dès qu'il était apparu comme divin enfant, par sa faute. À partir de ce narcissisme premier, ce trésor de libido originel, pour Freud, devait logiquement se déverser sur les objets de désir et d'amour. En somme, une sorte de ruissellement du capital de libido qui se déverse sur les couches inférieures de la société.
C'est un peu le fantasme de la grenouille infance qui se fait aussi grosse que le bœuf maternel, mais qui, au lieu d'éclater, s'écoule gentiment. Cette idée a donc été combattue par Lacan. Il n'a pas nommé un fantasme, mais c'est tout comme. Il a nommé l'Oedipe, un rêve, notamment dans sa forme totem et tabou. Il a fait valoir que la structuration inconsciente du petit homme, en ses différentes étapes, dans ses différents étages, structures, ne cheminait pas d'une façon générale du plus vers le moins, comme l'idée du narcissisme primordial l'entend, mais du moins vers le plus. Il n'y a pas lieu de postuler une plénitude originelle du sujet qui ensuite s'écoulerait tranquillement vers ses objets. Ça n'est qu'une plénitude fantasmatique, rétroactive, projetée sur l'origine. Le réel à cet endroit, c'est plutôt un morcellement, voire une détresse originelle. Freud l'avait noté, qu'il y avait une détresse originelle, mais il ne l'avait pas construit comme concept. Un manque en général, donc, au départ, et là, à partir de ce manque, pour parer à ce manque, se construisent les structures et les fonctions, imaginaires et symboliques, symboliques et imaginaires. Cette construction est si prégnante et si familière d'une certaine façon que l'angoisse peut surgir aussi lorsqu'il n'y a plus de manque, voire surgit spécialement quand il n'y a plus de manque, parce que ça n'est pas le manque qui cause l'angoisse ou le plus d'angoisse, c'est le manque du manque qui la cause, cette angoisse. Par exemple, quand le désir est réalisé dans la névrose, vous le savez. L'angoisse est ainsi au centre de ce qui nous guide dans la psychanalyse, voire de ce qui guide une psychanalyse. Elle ne fait pas partie des symptômes à proprement parler, puisqu'elle fait partie de ce triptyque freudien célèbre, inhibition, symptômes, angoisse, que Freud a décliné avec quelques anticipations et qui est resté intact dans notre clinique. Je vais maintenant vous proposer de regarder comment acheminer un analysant à travers ces éléments. Alors, un analysant dont je précise qu'il est d'accord pour que j'utilise certains fragments cliniques de son analyse dans un travail de transmission. C'est pourquoi on peut maintenir le micro. Comment acheminer donc cet analysant à travers les différents éléments auxquels il a eu affaire, à partir de quoi nous avons observé, lui comme moi, une quasi-disparition de l'angoisse. Cet homme d'une soixantaine d'années est arrivé à l'analyse dans la période où, divorcé depuis quelques années, il vivait dans un étroit studio qu'il n'entretenait pas, ne nettoyait pas, de sorte qu'il avait même du mal à y circuler du fait de l'encombrement et de la saleté. Il y voyait parfois sa fille et son fils, qui étaient en fin d'adolescence. Il travaillait dans son atelier de réparation d'instruments de musique, y gagnant à peine de quoi payer la location de l'atelier, et peinant surtout à demander le paiement de ses travaux, donc à gérer son affaire, sa petite affaire. Des symptômes obsessionnels massifs, procrastination, impossibilité d'agir, le paralysaient. L'angoisse était omniprésente, bien entendu, à tous les niveaux, de l'être comme de la voix. Il avait autrefois renoncé à faire du piano sa carrière, se jugeant sans talent. Il ne jouait pratiquement plus. Sa solitude avait été quelque temps entamée par un amour pour une jeune pianiste concertiste, qui s'échoua cependant assez rapidement. Sa dérive allait croissant. Il rêvait à cette époque un rêve majeur qui a été un tournant dans l'analyse, que se trouvant accroupie derrière une jument, elle lui déféquait dessus abondamment, et il ne pouvait s'empêcher d'en éprouver une certaine jouissance. Ce rêve avait longuement été analysé comme mettant en scène le fantasme principal qui faisait de lui alors un objet recouvert de merde, voire un objet équivalent à l'objet fécal d'un autre chevalin, où il identifiait sans peine la figure de la femme qui le rejetait, qui ne l'aimait pas. Il s'aperçut que sa participation à cette jouissance masochiste
l'avait conduit dans une dérive presque irréversible. Il s'était quasiment clochardisé. 5 années se sont écoulées d'un travail analytique continu et dense. Il est maintenant, je ne vais pas évidemment regarder ce travail en détail, il nous faudrait des jours entiers. Il est maintenant sorti d'affaires. Il a depuis longtemps fermé son atelier, interrompant ainsi l'hémorragie financière. Il constitue de restaurer des pianos, mais ailleurs que dans cet atelier, et à les accorder. Il donne des cours de piano et il a recommencé à jouer du piano et à se produire dans de petits concerts. Il vit avec une femme depuis plusieurs années avec laquelle les choses se passent bien. Il a retrouvé avec ses enfants un lien plutôt sain. Il pourrait arrêter l'analyse. Je n'y verrai aucune objection. Mais il préfère pour l'actuel continuer. Il n'y a pratiquement plus de symptômes. L'angoisse est un lointain souvenir. Lointain souvenir. L'inhibition est une question qui ne se pose plus. Alors, je fais une parenthèse ici. L'angoisse est un lointain souvenir. Oui, comme dans une analyse réussie, mais à une condition. C'est de ne plus jamais se repositionner dans la position antérieure du sujet de l'inconscient, celle d'être dépendant du désir de l'autre. N'est-ce pas? Celle de venir réactiver ou réanimer la névrose familiale telle qu'elle a été conçue, organisée et fondée. Ça sous-entend tout de même une certaine vigilance. Il ne s'agit pas d'un miracle tombé du ciel. Il s'agit d'un changement de logique avec un changement d'action massif dans l'ensemble de sa vie. Et ce changement, évidemment, non seulement, n'est pas acquis une fois pour toutes, mais il doit être perpétué tout au long d'une vie et d'une direction de sa vie. Il faut bien avoir ça en tête. Nous ne parlons pas de miracle. Il a acquis un recul sensible par rapport à son parcours. Il en élabore maintenant la pensée, presque toute la pensée, à commencer par celle de son rapport au rapport sexuel. Il se souvient que la première fois qu'il a eu un rapport sexuel, il a pleuré ensuite, parce qu'il pensait qu'il avait cédé au désir d'une femme alors qu'il n'était pas assez amoureux, qu'il n'avait pas assez d'estime pour elle. Il n'avait pas été assez patient pour attendre de faire l'amour avec une femme qu'il aimerait, qu'il estimerait. Mais il doit dire, et il le dit par conséquent, qu'il craignait terriblement c'est-à-dire à l'adolescence, de faire l'amour avec une femme qu'il estime et qu'il aime, de peur qu'elle ne le juge et qu'elle voie ses défauts, de peur de ne pas être à la hauteur, comme on dit. Il pense maintenant que cette peur du jugement était déplacée. À la question « à la hauteur de quoi ?» il répond sans aucune hésitation qu'avec une personne plus intelligente ou qui jouerait mieux des pianos que lui, il avait peur de ne pas pouvoir la faire jouir. Alors qu'avec une personne qu'il n'estimait pas, il pensait que même s'il n'y arrivait pas, à condition de s'estimer supérieur à elle, ça irait quand même. Alors, il avait ri, et moi aussi, devant la fraîcheur d'un tel énoncé où vous aurez reconnu presque nu l'énoncé de l'idéologie en vigueur dans nos logiques patriarcales. On recule à l'heure actuelle, comme vous savez, peut-être pas pour toujours. Ayant lu autrefois la lettre aux Corinthiens, Saint Paul bien sûr, où s'énonçait qu'il ne fallait pas en rester à l'attachement entre hommes et femmes, mais étendre cet attachement à tous, aimer son prochain comme soi-même, il s'était dit qu'il n'arriverait jamais à aimer les personnes qu'il rencontrait dans le métro. Alors, il avait trouvé la solution, c'est lui qui résume tout ça, hein. Alors, il avait trouvé la solution d'aimer la femme avec qui il faisait l'amour de la même façon que celle qu'il rencontrait dans le métro. Mais évidemment, il ne pouvait pas dire à une personne qu'il l'aimait par charité. Excusez-moi. Ça ne pouvait pas aller. Toute cette logique d'adolescent, donc, avait changé en rencontrant sa femme, mais ce petit refrain, sa femme dont il était maintenant séparé, mais ce petit refrain lui revient chaque fois qu'il tombe amoureux, notamment un tout petit peu en accordant ou en restaurant des pianos. Ça ne va pas plus loin et c'est parfait. Il constate qu'il s'était construit derrière un dogme religieux autrefois, sa mère étant pratiquement une religieuse laïque, c'est-à-dire une femme qui, quoique laïque, a vécu une bonne partie de sa vie dans un monastère.
Donc il s'était construit derrière ce dogme religieux qu'elle lui avait transmis, mais comme il ressentait son désir sexuel comme n'ayant rien de charitable ni de gentil, eh bien, puisqu'il n'était pas gentil, il en avait déduit qu'il était méchant. D'où, vous imaginez, les conséquences névrotiques. Pourquoi l'angoisse ici n'est-elle plus présente? Pourquoi a-t-elle disparu du système subjectif maintenant en place? D'une part, parce qu'en se séparant, au sens analytique bien sûr du terme, je ne parle pas du divorce, en se séparant au sens analytique de cette autre, sa femme, qui n'avait tout leur mariage durant accueilli à peu près aucun de ses désirs, y compris bien sûr le désir, son désir sexuel, eh bien en se séparant d'elle, en logique, il s'est aussi séparé du système religieux hérité du désir de sa mère. Pour la raison simple, c'est qu'en refusant son désir, son ex-femme accomplissait le vœu religieux de la mère qu'il n'y ait aucune réalisation possible de la jouissance sexuelle. Donc il ne se place plus là où la virilité, sa virilité lui était refusée, qui était une virilité d'ailleurs décriée par la mère, et réservée aux frères et aux pères, eux d'accord mais pas lui. N'étant plus dans cette aliénation, il a dérivé quelque temps en se séparant, à l'amorce de la séparation, elle, concrète. Il a dérivé quelque temps en s'identifiant comme un déchet, vous l'avez vu, cet excrément de son obsession à elle. Puis il a reconstruit un autre mode d'aliénation en se séparant analytiquement, cette fois, en logique, un autre mode d'aliénation d'une toute autre nature, car c'est en accueillant ses désirs, son désir du piano comme son désir sexuel, que sa nouvelle femme, cette fois, lui a permis une autre identification, où sa jouissance phallique trouve cette fois sa place et entre dans une jouissance partagée. Avec le recul, il vient de s'apercevoir, lui pour qui la restauration des pianos a tenu et tient toujours une telle place dans sa vie, que ce mot résonne avec le fait, il s'en souvient maintenant, aujourd'hui, que son père était royaliste. Résoudre l'aliénation antérieure, y trouver un mode d'issue séparatoire, passer par cette position de rebut, selon Lacan apparemment, dans tout ce que j'ai recherché à cet endroit, passer par cette position de rebut est nécessaire pour aller au bout de la logique analytique. Passer par cette position de rebut, de déchet, d'où il en reconstruit une autre, avec d'autres objets et d'autres signifiants. C'est quelque chose que permet souvent l'analyse lorsqu'elle fonctionne. Le système subjectif et la topologie de l'angoisse s'en trouvent évidemment tout à fait remaniés. La modalité de l'angoisse la plus fréquente concerne en premier lieu donc la sensation du désir de l'autre, le désir dans lequel on est pris et où l'on se situe comme objet, certes, mais un désir qui ne doit en aucun cas être réalisé sous peine d'inceste, sous peine d'angoisse incestueuse, bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas réellement d'inceste, mais que c'est pris pour tel. À l'autre bout se situe l'angoisse de perdre l'amour de l'autre, qui est une angoisse de castration, mais dans l'être, et non pas dans l'avoir. Tandis que dans la séparation, l'angoisse de castration, dans l'avoir, cette fois, est très présente, c'est-à-dire tout bêtement celle de ne pas être à la hauteur. C'est d'ailleurs dans le séminaire L'angoisse que Lacan a posé les bases de ce qu'il allait découvrir comme l'angoisse de castration la plus réelle, la plus lourde de conséquences, celle qui a son lieu dans le rapport sexuel. J'ai jusqu'à quelle heure? Encore combien de temps? Encore un quart d'heure jusqu'à 11 heures et puis ensuite la discussion. Alors, je vais devoir un petit peu réduire. Je vais vous parler donc maintenant. D'accord. Je vais vous parler donc maintenant de comment Lacan a situé l'angoisse d'une manière que je continue de dire révolutionnaire, même des années et des années après. Révolutionnaire puisque évidemment cette théorie n'est pas parvenue à une large échelle, loin de là. Encore moins dans le discours courant, ça va de soi, alors que pourtant on l'a sous nos yeux.
Cette angoisse du rapport sexuel, donc, cette angoisse de castration du rapport sexuel, c'est la première des causalités de la castration. Freud l'avait un tout petit peu approché au début, puis il s'en est éloigné pour rejoindre les angoisses psychiques concernant le système symbolique du père, etc. C'est la première des causalités, même si topologiquement la castration a deux entrées. Elle a l'entrée du corps, le rapport sexuel, ou elle a l'entrée du langage, le sujet du langage avec l'Oedipe. Il y a deux entrées. Topologiquement, vous le savez sûrement, Lacan utilise une forme de topologie qui permet de représenter les deux entrées de l'angoisse de castration et de bien d'autres choses de telle façon que l'une se continue dans l'autre bien qu'elle soit inverse. C'est très très important à avoir en tête. Elles se contredisent, mais en fait elles se continuent l'une dans l'autre. Elle diffuse dans le symbolique et l'imaginaire avec les signifiants du phallus puis du père destinés à parer à cette angoisse de castration du rapport sexuel. Je le maintiens. Alors, elle est signifiée le plus souvent comme castration dans le registre de l'avoir chez l'homme. On n'a pas quelque chose, on n'a pas ce phallus qui justement n'est invoqué que pour qu'il n'y ait pas d'angoisse, dit Lacan. Elle est signifiée le plus souvent dans l'être chez la femme. On n'est pas quelque chose, mais elle peut comporter, ou on n'est pas assez quelque chose, etc. Mais elle peut comporter aussi, bien sûr, des modalités diverses. Cette castration est tellement au cœur du système subjectif de l'être parlant que Lacan, en cherchant après Freud sa cause dernière, a évoqué le rapport sexuel en défaut, ce que je développe maintenant depuis de très nombreuses années. Voici comment l'angoisse y est concernée. C'est justement dans le séminaire sur l'angoisse, d'ailleurs, que Lacan retrouve tout d'abord en 1963, dans une particularité du rapport sexuel, les éléments de ce que Freud a décrit comme complexe de castration. Il fait une équivalence. Alors que Freud, vous le savez, n'avait pas ça en tête. Il décrivait un complexe de castration, je vais le développer un tout petit peu, hors du rapport sexuel, bien sûr, dans le psychique. Freud a décrit donc comme complexe de castration ce qu'il appelait en fin d'analyse, vous le savez, dépression féminine terminale ou protestation virile terminale. Lacan considère manifestement, et je le suis, que la protestation virile chez l'homme, décrite comme refus de l'autorité d'un supérieur par Freud, consiste d'abord à refuser sa castration dans le rapport sexuel. Cette castration, quelle est-elle? Évidemment, il faut la définir. Il ne suffit pas de le dire. En psychanalyse, en général, on dit castration et on croit qu'on a tout dit quand on a dit ça. Alors que c'est là que commence ce qu'on a à dire. Ce n'est pas là que ça se termine. La dépression féminine, décrite toujours par Freud comme désespoir de ne pas avoir le pénis, vous le savez, pénis Neid, consistait plutôt, en fait, selon Lacan, à ne pas recevoir ce phallus à la fin des fins de l'autre dans le rapport sexuel, ce qui est tout autre chose, c'est-à-dire le phallus, c'est-à-dire la jouissance phallique, de ne pas recevoir la jouissance phallique de l'autre dans le rapport sexuel. Vous voyez la différence. Même les féministes s'en sont aperçues. Elles ont raison. Elles ont parfaitement raison. La critique de Freud sur le pénis Neid a été, je l'ai longtemps souligné dans différents ouvrages, a été d'abord le fait des féministes. Et elles ont eu raison. Et Lacan les a suivies. Non pas qu'il les a suivies, évidemment, parce qu'il les attendait pour se faire son idée, mais parce qu'il avait la même idée. Freud avait supposé, dans ses presque derniers mots donc, à cet égard, dans l'analyse avec fin et sans fin, il supposait un roc biologique sous-jacent à l'angoisse de castration. Il disait, je cite, « Il ne peut pas en être autrement, il disait ceci dans l'analyse avec fin et sans fin, il ne peut pas en être autrement, car pour le psychisme, le biologique joue le rôle de roc d'origine sous-jacent. » Fin de citation. C'est là précisément, en 1963, séminaire sur l'angoisse, qu'après son interruption des noms du père, du séminaire des noms du père, parce qu'il avait été remercié de l'internationale
psychanalytique. Après sa destitution de la fonction de didacticien à l'Internationale psychanalytique, et juste avant de fonder l'école freudienne, c'est là que Lacan, dans un moment tournant de son élaboration et de sa vie et de son enseignement, c'est là que Lacan a décrit le rapport sexuel biologique comme tel, pour la première fois. En psychanalyse, il ne l'avait pas été jusque-là, jamais. En y désignant une équivalence avec le roc d'origine de la castration biologique suggérée par Freud. Vous voyez l'importance fondamentale, déterminante de cette découverte, qui n'est pas su à l'heure actuelle, vous le savez bien. Il en disait, évidemment, lorsque je répète ceci depuis tant d'années, je vous appelle à vous référer au texte de Lacan pour le vérifier, ça va de soi. Il en disait ceci sans aucune équivoque possible. Je cite, « Le rapport essentiel de la castration avec le fonctionnement copulatoire nous a d'ores et déjà incité à essayer ici, après tout, selon l'indication de Freud lui-même, qui nous dit bien qu'à ce niveau, sans qu'en rien il le justifie. Pourtant, c'est à quelque roc biologique que nous touchons de l'articuler comme gisant dans une particularité de la fonction de l'organe copulatoire au niveau biologique humain. » L'angoisse, le 15 mai 1963. Vous voyez, ça ne peut pas être plus précis. Quel est ce rapport essentiel de la castration avec le fonctionnement copulatoire? Quelle est cette particularité de la fonction de l'organe? Je le résume. Il s'agit de cette particularité qui, dans l'espèce humaine, fait suivre l'orgasme masculin et l'éjaculation par une détumescence. Ce qui est donc une norme physiologique, ça va de soi. Ça n'est pas vrai de toutes les espèces, par contre. Par conséquent, ça interrompt le rapport sexuel au seuil de la jouissance de l'homme, bien souvent avant celle de la femme, comme on le sait depuis le siècle dernier, de par les études sexologiques, car le seuil orgastique est bas chez l'homme et élevé chez la femme. Un décalage probablement destiné à favoriser la fécondation, bien sûr, la reproduction, puisqu'il va de soi qu'un seuil bas, c'est-à-dire une émission précoce de la semence d'un côté, et un seuil élevé, c'est-à-dire une jouissance, un orgasme tardif de l'autre côté, a toutes les raisons, toutes les chances de favoriser la fécondation. Ça va de soi. Mais pour la jouissance, ça ne convient pas. C'est un décalage. Il en résulte donc une absence de conjonction des jouissances des deux sexes. Cette physiologie, donc, favorisant bien sûr la reproduction, mais non pas la jouissance. Il est donc difficile que le rapport sexuel comme tel, c'est-à-dire le coït, fasse physiologiquement jouir une femme, cela se sait, physiologiquement j'entends, hein, mais avec nombre de malentendus sur lesquels je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Lorsque la question en a été reprise au XXe siècle, par les sexologues puis les féministes, on a eu tendance à attribuer uniquement cette difficulté à l'idéologie patriarcale et religieuse. C'est une erreur. Ce décalage part de la physiologie. L'idéologie patriarcale et religieuse s'y ajoute, voire s'en servent pour justifier une logique, etc. Bien. Il est vrai qu'un siècle de féminisme a refusé que le psychisme féminin puisse en quoi que ce soit résulter des données biologiques. Et on comprend pourquoi. Puisque les particularités physiques, biologiques, ont toujours été argumentées comme justifiant les logiques patriarcales, et vous voyez pourquoi. Alors, par contre, ils se sont servis non pas du rapport sexuel, puisqu'ils ne sont pas arrêtés sur le rapport sexuel, ils l'ont interdit. Donc, ils ne pouvaient pas le décrire en biologie. Une fois qu'il est interdit, ça permet, si on peut dire, de ne pas regarder de quelle biologie il est fait, ce rapport sexuel. Les particularités physiques qui ont toujours été mises en avant pour justifier les logiques patriarcales, vous les connaissez. La différence morphologique des sexes, la différence de taille, la différence de force, la biologie de la reproduction, le féminin est assigné à la reproduction, etc., etc.
Cependant, avec le rapport sexuel, il s'agit de tout autre chose que de morphologie, bien entendu. Il s'agit de jouissance, et de jouissance des deux, disjointes. Physiologiquement disjointes. Et il ne s'agit pas uniquement de biologie, cela va de soi. Il s'agit d'une biologie sur laquelle, ou à partir même de laquelle, intervient le langage. Dans le langage, des signifiants comme le phallus, le nom du père, qui part à l'angoisse que provoque cette biologie. Le phallus jamais n'est détumescent. C'est comme ça qu'il est fondé. C'est comme ça qu'il part à l'angoisse. Le nom du père, c'est celui qui possède le phallus, c'est celui qui commande la castration, c'est-à-dire la détumescence. Donc il ne peut pas être châtré, ça va de soi. Donc tous ces signifiants dans le symbolique se sont saisis de la physiologie, en effet, du rapport sexuel pour y parer. À partir des années 70, Lacan fait en effet de cet ensemble fonctionnel l'origine possible du langage, c'est-à-dire cet ensemble fonctionnel biologique. Donc vous voyez, lui, il ne se contente pas de dire il y a eu des signifiants qui ont paré à l'angoisse du rapport sexuel. Il va jusqu'à dire cette disjonction du rapport sexuel causant l'angoisse, évidemment, autrement qu'une fois que le langage est là, ça va de soi, mais déjà, avant que le langage soit là, eh bien, elle en appelle à un appel articulé qui peu à peu se transforme en langage. Voilà son hypothèse majeure, son hypothèse révolutionnaire, comme vous pouvez en juger. Cette invention du langage, qu'il attribue aux femmes, l'invention des premiers appels articulés, l'invention de la fondation d'une langue équivoque, encore sans syntaxe, viserait en somme à établir avec l'homme son partenaire, ça c'est moi qui l'ajoute, mais ça va de soi. Il suffit qu'ils disent, ce sont à son sens les femmes qui ont inventé le langage, pour qu'on et sachant qu'il en fait un résultat d'un appel au cœur du rapport sexuel, pour voir pourquoi il l'attribue aux femmes, eh bien, elle viserait en somme cet appel, il viserait en somme à établir avec l'homme son partenaire sexuel, un autre rapport que sexuel, puisque le sexe échoue à former un rapport. Vous voyez la logique élémentaire. Un rapport de parole instauré avec l'homme, inventé par les femmes, pour instaurer un autre rapport que sexuel entre eux, puisque le rapport sexuel n'en fonde aucun entre eux. Vous voyez, c'est relativement clair, c'est solide, c'est net, c'est sans bavure. Bref, ça ne se sait pas, vous le savez. En effet, instaurer un rapport autre que sexuel, on peut constater d'ailleurs que, par la parole, on peut constater aujourd'hui encore que quelque chose de cette tendance insiste toujours dans le rapport des sexes. C'est connu. La femme veut parler, l'homme veut. C'est connu. Je veux dire, c'est dit encore. Ça insiste, cette tendance, dans le rapport des sexes actuel de la femme à l'homme, et dans une langue équivoque, c'est-à-dire encore sans syntaxe. Équivoque, ça veut dire encore sans syntaxe. L'invention de la syntaxe, pour Lacan, elle est attribuée aux hommes, mais elle intervient beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Elle est attribuée aux hommes, j'explique pourquoi. C'est parce qu'elle relève manifestement de l'élaboration du plus de jouir, qui sert de substitut à la place de la jouissance sexuelle comme telle. Le plus de jouir, c'est quoi? Par exemple, c'est dans la Genèse, le plus de jouir. La Genèse, c'est l'invention du plus de jouir. La Genèse, c'est l'invention du plus de jouir, donc ça intervient, évidemment, vous avez ça en tête, 200 000 ans plus tard, pas tout à fait, que l'invention du langage, moins de 200 000 ans. Sapiens, c'est moins de 200 000 ans, à peu près. L'invention de la Genèse, c'est-à-dire l'invention du plus de jouir dans la religion, comme religion, c'est moins 1500. Vous voyez la différence temporelle. Eh bien, cette invention du plus de jouir dans la Genèse consiste à instituer, au nom du Père et par acte chirurgical, Dieu retire la côte d'Adam, à instituer le corps de la femme qui est issu de la côte, transformé en femme par Dieu, que le corps de la femme
ça institue que ce corps est une partie issue de celui de l'homme, c'est-à-dire un objet A, et ainsi il est logique qu'il en dispose, comme compagne, comme il est dit. Telle, après tout, la mère dispose des enfants qui sont sortis d'elle. Ce qui sort d'un corps est disponible pour ce corps, c'est logique. Grâce à cela, qui en somme est une compensation satisfaisante, l'homme peut renoncer, sous l'égide de Dieu, ça va de soi, c'est l'homme en général comme construction de discours, ça n'est pas un homme en particulier, l'homme peut renoncer à la jouissance sexuelle comme telle, c'est-à-dire au fait qu'il y ait deux jouissances qui tentent de se conjuguer, parce que la jouissance sexuelle, c'est ça, c'est considérer deux jouissances qui tentent de s'articuler. Donc il renonce à cette jouissance-là, la jouissance sexuelle, qui donc n'existe pas comme telle. Elle n'existe pas dans le discours. Elle n'existe pas dans le discours. Et il n'y en a plus qu'une, bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y en a même pas une, puisque disposer d'eux n'est pas jouir. C'est un substitut de jouir. Il renonce, même l'homme renonce à la jouissance dans la Genèse, évidemment. C'est pas seulement la femme. Même l'homme. La femme, d'ailleurs, elle renonce à rien puisqu'on ne lui a pas posé la question. Il n'y en a donc plus qu'une, et pas même une, puisque disposer d'un corps n'est pas une jouissance comme telle, sauf au sens juridique, et que d'autre part, ça n'a rien de sexuel en soi, disposer d'un corps. Simplement, on en dispose pour le sexe, mais en disposer, ça n'est pas sexuel. La difficulté biologique est donc ainsi résolue. La difficulté de susciter la jouissance féminine laisse donc place à ce qui consiste à disposer de son corps. Les étapes connues de la préhistoire, les premiers mythes religieux, peuvent être tout à fait lus et relus dans ce sens. Je m'y consacre dans un travail actuel. Où, dans ce cadre, se situe l'angoisse, et je vais terminer là. Une fois le langage instauré, la subjectivité inconsciente s'empare de ces éléments biologiques, les appareille, de telle sorte que cette coupure biologique de la détumescence, cette soustraction de jouissance, comme Lacan l'appelle, due à la détumescence, plus l'éjaculation. Ayez bien en tête que c'est l'éjaculation qui provoque, on le sait, la détumescence. C'est pourquoi les sagesses orientales, qui au 7, 5, 6, 7, 8e siècle de notre ère, ont proposé de retenir l'éjaculation pour pouvoir garder la détumescence, dans un but spirituel, bien sûr. Pas dans un but de jouissance simple, nu, si on peut dire, dans un but spirituel, eh bien, avaient compris ça, avaient compris qu'en retenant la semence, ils gardaient la détumescence. Mais évidemment, ils ont eu beaucoup moins de succès que le dieu de la jeunesse qui l'interdit. Or, une fois donc cette subjectivité inconsciente s'emparant des éléments biologiques pour les appareiller à l'aide du langage, donc à l'aide du sujet de l'inconscient, puisque dès qu'il y a langage, il y a sujet de l'inconscient, sous une forme ou sous une autre, eh bien, cette limite, cette coupure du rapport sexuel devient tout simplement une matérialisation de la limite psychique qui s'appelle le principe du plaisir, qui est inventé évidemment dans le psychique par Freud, que Lacan fait équivaloir à la coupure du rapport sexuel. Donc sur une base biologique. Sur une base biologique appareillée par le langage. C'est la limite qu'il ne faut pas dépasser dans le plaisir en général et dans le plaisir sexuel en particulier, pour être, vous le savez, dans un équilibre subjectif, homéostatique, comme on dit, et donc éviter l'angoisse. De part et d'autre, c'est l'angoisse qui est là. Cette limite s'incarne donc dans la coupure physiologique, certes, suivant l'orgasme et l'éjaculation notamment, mais son déclenchement, on le sait, est parfaitement influencé par l'inconscient. Au point où on risquerait, au point où l'homme risquerait de commencer un trop de plaisir, que commence un trop de plaisir, un trop de jouissance, surtout chez l'autre, alors l'angoisse commence. Pour l'homme, l'orgasme se déclenche et tout s'interrompt. Lacan considère ainsi que l'orgasme s'adosse à l'angoisse. C'est son expression, elle est remarquable. C'est la réponse à l'angoisse, l'orgasme. Pour pas qu'elle s'intensifie, pour pas aller au-delà.
C'est une expression donc qui résume parfaitement bien l'enjeu et il définit cet orgasme alors, celui de l'homme, comme point terme du sujet. Point terme du sujet. Un lieu où toute demande se tait. Là aussi, vous le voyez, il fait le lien entre le biologique et le psychique, puisque le psychique s'est saisi du biologique pour construire d'abord un langage et ensuite des signifiants et ensuite un inconscient, etc., etc. N'est-ce pas? Vous voyez comme c'est noué. Je dis lié, c'est le mot noué est plus juste. Noué topologiquement, bien sûr. Ce point terme, donc, on l'appelle d'ailleurs la petite mort, hein, cet anéantissement subjectif où, dit-il, le désir est blousé. On l'appelle la petite mort. Ce point terme dépend du seuil de jouissance que ce sujet peut supporter face à l'angoisse d'un trop de jouissance dans cette relation-là, dans cet acte-là même. C'est éminemment singulier, ce déclenchement. Il faut bien remarquer que le système vasculaire de tumescence-détumescence est bien plus fragile et donc bien plus sujet à ce que l'inconscient s'en empare que ce qui maintenant, on le sait, depuis peu. C'est ce qui m'a d'ailleurs, ça fait partie des choses d'ailleurs qui m'ont incité à écrire un ouvrage sur ce sujet, avec les éléments préhistoriques dont on dispose. Donc un ouvrage qui n'est plus simplement dans le cadre psychanalytique, mais dans le cadre préhistorique, qui s'intitulera La petite préhistoire du rapport sexuel. Le système vasculaire, donc, est bien plus fragile que ce qu'on a découvert depuis peu en préhistoire, à savoir que l'os pénien, qui est celui des primates, qui est celui de nombreuses espèces, eh bien, était également possédé par l'homme à l'âge de l'Homo erectus, c'est-à-dire 2 millions d'années. À 2 millions d'années, l'Homo erectus avait un os pénien, comme la plupart des primates. Il l'a perdu, il y a des tas de thèses pour essayer d'expliquer pourquoi il l'a perdu, je ne vais pas m'y arrêter. Mais ce qui a remplacé l'os pénien, c'est-à-dire le système vasculaire tumescence-détumescence, est infiniment, évidemment, plus fragile qu'un os et infiniment soumis aux effets de l'inconscient et de l'angoisse, par conséquent. Il est au cœur de l'angoisse, ce système, évidemment. Cette coupure du rapport qui s'impose, bien entendu, en règle générale, aux deux partenaires. Alors, je peux arrêter là si vous le souhaitez. Je peux continuer encore un tout petit peu sur ce que ça implique pour la jouissance féminine. Mais voilà, comme vous voulez. Allez-y. Je crois que Oui, l'auditoire on est d'accord, continue. oui, Bon. pour la jouissance féminine. Alors, vous ne pouviez pas me dire de la jouissance organique de la femme. Il est très intéressant de constater au jour d'aujourd'hui que Lacan, à l'époque où il l'abordait, donc de cette façon, c'est-à-dire biologique, en 1963, il la nommait tubère, énigmatique, insituable. Ce sont ces termes que je cite. Évidemment, on la connaît beaucoup mieux depuis, avec la description de la fonctionnalité, description d'une fonctionnalité qui n'est pas encore complète et qui est déjà un petit peu refoulée, y compris par les féministes, je m'explique, de l'organe clitoridien interne. L'organe clitoridien interne a été décrit il y a déjà une vingtaine d'années, mais il a été redéfini, redécouvert et surtout exploré d'une manière infiniment précise, utile, définitive, je dirais, par Odile Buisson, une Française, une gynécologue française. Elle a fait, comment? Absolument, absolument, absolument. 2010, vous vous rendez compte? Nous sommes 15 ans plus tard. Rien n'en a été fait. Pourquoi rien n'en a été fait? Mais parce que les psychanalystes, eux, de toute façon, ils sont ailleurs. Ils ne s'occupent pas de ça. Bon. Les féministes, qui s'en occupent, elles, de façon précise, active, en sont restées à le clitoris, c'est le petit bouton à l'extérieur, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Or, la découverte de l'organe clitoridien interne est bien sûr infiniment
en contradiction avec ça, puisque le petit bouton en l'occasion n'est que l'extérieur, l'extrémité, le gland d'un organe extrêmement volumineux qui est entièrement fait de cellules riches de terminaisons nerveuses produisant donc l'orgasme, et cet organe interne qui se termine à l'extérieur par le petit bouton, cet organe interne enserre les parois du vagin de telle sorte que la possibilité de l'excitation, non pas par le vagin, mais à travers le vagin, est parfaitement prouvée par Odile Buisson. Elle a fait des échographies pour le prouver, en montrant que il suffisait que l'organe clitoridien interne soit stimulé parce qu'alors il gonfle, il enfle, et qu'à cette condition, il vient au contact des parois vaginales. Et donc à cette condition, il y a bel et bien, quoi qu'en disent les textes féministes depuis une cinquantaine d'années, il y a bel et bien un orgasme, non pas vaginal, mais par pénétration vaginale, ce qui n'est pas la même chose, mais ce qui revient au même pour nous, c'est-à-dire pour l'expérience. Je referme cette parenthèse. Donc vous voyez la différence avec ce que Lacan savait lorsqu'il s'attelle à cette question en 1963. Il en disait ceci, donc cette jouissance tubaire énigmatique insituable, elle est parfaitement situable aujourd'hui, grâce à Odile Buisson. C'est parce que l'homme, disait-il, ne portera jamais jusque-là la pointe de son désir que l'on peut dire que la jouissance de l'homme et celle de la femme ne se conjoignent pas organiquement. Fin de citation. L'angoisse, séminaire toujours, l'angoisse, page 307. L'angoisse de la femme, donc, elle se pose par définition tout autrement, vous le voyez bien. Elle n'est évidemment pas une angoisse, encore que, sait-on jamais, de l'avoir. Elle n'est pas une angoisse dans l'avoir, elle n'est pas une angoisse de ne pas être à la hauteur dans l'avoir. Elle est une angoisse très souvent de ne pas être à la hauteur dans l'être, comme vous savez. Mais c'est autre chose. Son angoisse résultant de ces données physiologiques élémentaires et insu, c'est celui de l'abandon de sa jouissance, bien sûr. Bien sûr. L'abandon de sa jouissance, certes, par l'homme, il fait comme il peut, et par elle-même. Du fait que sa jouissance est physiologiquement abandonnée un grand nombre de fois, quoique beaucoup moins de nos jours, vous le savez, puisque ça a eu des effets remarquables, qu'on dise qu'il y avait bel et bien une jouissance de la femme, un orgasme, et qu'il suffisait de savoir le susciter. Ça a eu des effets remarquables, donc elle est beaucoup moins abandonnée qu'autrefois, mais tout de même, c'est-à-dire toute la partie idéologique et religieuse a été éliminée en quelque sorte dans son incidence sur la physiologie. Il reste quand même la physiologie, qui est inéliminable. Donc l'angoisse de l'abandon de sa jouissance, et surtout l'angoisse de son propre. Alors du renoncement de l'autre à la faire jouir, de l'homme à la faire jouir, ça va de soi, mais de son propre renoncement à elle à jouir, ça va encore plus de soi, et c'est encore plus angoissant. Alors sans parler donc des angoisses de castration dans l'être, ne pas être assez désirable, etc. Vous voyez là combien l'angoisse pointe entre chaque point de ce non-rapport sexuel, comme Lacan l'appelle, de ce non-rapport sexuel, parce qu'il est non-rapport au niveau des jouissances, de ce non-rapport sexuel, de cette non-conjonction organique des jouissances, qui caractérise le rapport sexuel de l'homme et de la femme. Et qui, en termes psychiques, une fois bien sûr saisi et appareillé par le langage, par ses signifiants et par ses logiques, fonde un non-rapport sexuel. Un non-rapport sexuel, puisque la loi sexuelle, vous le savez, s'énonce au nom de l'homme, comme Lacan l'a résumé, on est ce qu'il y a et on a ce qui est. Ça, c'est la traduction par Lacan de l'énoncé de la loi sexuelle, et c'est tout à fait ça. La loi sexuelle, c'est définir que l'homme est ce qu'il y a et qu'il a ce qui est, c'est-à-dire la femme. Donc, c'est un non-rapport sexuel, puisqu'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Voilà. Ça ne fait pas de rapport, ça. Dans le discours, attention. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune possibilité de rapport sexuel. Je l'ai développé dans d'autres cas. Dans le discours, la loi énonce ceci dans le discours. Il existe pour la femme et donc pour l'homme, par voie de conséquence, lorsqu'il partage sa jouissance avec elle, la possibilité d'élaborer au singulier, jamais dans l'universel, au singulier toujours,
une possibilité de nouer leurs deux jouissances, psychiques notamment, avec un tiers terme, c'est-à-dire avec l'objet qu'elle se fait, qu'elle accepte de se faire, ou qu'elle désire se faire, peu importe, en tiers terme. Il y a donc deux jouissances plus un objet, ça fait trois, ça fait un nœud borroméen. Évidemment, c'est un mode de nouer un rapport sexuel entre hommes et femmes qui va contre, là aussi, le point de vue féministe, puisque pour les féministes, il n'est pas question d'accepter d'être l'objet, pas question d'accepter de se faire l'objet. Pour Lacan, si. Pour Lacan, si. Accepter de se faire l'objet dans le discours est une condition, ce que j'ai appelé dans une petite publication américaine, The Feminine Deal, accepter de se faire l'objet du désir de l'homme dans le discours lui permet, hors du discours, d'accéder à sa jouissance à elle, moyennant quoi elle en a deux. Une dans le discours, une hors du discours. Elle est divisée entre deux jouissances. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez comment se situe l'angoisse autour de tout ça. Vas-y. Eh bien, merci beaucoup, Gisèle, pour cet exposé. C'est plus qu'un exposé éblouissant. Tu fais vraiment tout un tour Oui. où tu récapitules tout ce que tu as déjà apporté et Plus donc. généreusement, tu nous fais part de tes travaux Oui. Actuels. oui, actuels. Alors, que retenir quelques points? Bon, j'ai beaucoup apprécié que tu nous fasses comprendre la distance que Lacan prend par rapport à Freud et comment il se sépare de Freud et de sa théorie du père mort. Et tu l'as très bien expliqué avec cette hantise du père mort qu'il avait déjà en quelque sorte perpétrée par le fait d'être si aimé de la mère. Et Freud a C'est dit, très obsessionnel, ça. oui, et il a dit explicitement que c'était le meilleur bagage dans la vie que pour un fils que d'avoir l'amour de sa mère. Tout à fait. Ce Et le capital, désir. oui, le désir, oui, et ce capital qui ruisselle, comme tu l'as bien. Enfin, c'est grâce à ça qu'on a eu le ruissellement freudien Tout à quand fait. même. Tout à fait. Le fantasme freudien est Oui, très utile. oui, Presque aussi utile, voire tout aussi utile que le fantasme cartésien. oui. Je pense donc Tu les utile. rapproches. Tu parles du desidero. Oui, oui. Et tu le rapproches du coquido cartésien, qui ont le même sujet irréel, en Oui, fait. tout à Hein. fait. Tu as très bien expliqué aussi en quoi ça paraît irréel. Effectivement, ce petit garçon, comment peut-il désirer la mère? C'est pas évident empiriquement, phénoménologiquement, hein, mais c'est le sujet irréel de ce desidéro, donc du désir de la mère, remanié sous l'effet de l'interdit du père. Hein. L'interdit qui Tout à fait. prescrit de désirer, en fait. D'accord, absolument. Voilà, alors il y a encore, qu'est-ce que j'ai quelques petits points, comme c'est vraiment, tu as résumé ce qui est une thèse de Lacan, mais tout, et tu l'as prolongée, hein, Oui. mais cette thèse de Lacan est tout à fait disséminée, puisque Oui. après la rupture des noms du père, Oui. il n'a pas pu la donner Oui. dans Oui. sa Telle cohérence. qu'il la Oui, concevait oui. jusque-là. Oui. Donc, elle nous parvient de façon éparse et très cryptée. D'où la nécessité d'une lecture, c'est vrai, littérale et très vigilante de Lacan. Alors justement, vigilance, ça me fait rebondir sur cette remarque que tu as faite pour ce patient, que cette séparation de l'autre, du grand autre premier, demandait quand même une vigilance à maintenir, hein, que ce n'était pas un acquis une fois pour toutes. Bah, j'ai admiré le travail qu'a fait ce patient avec toi, vraiment. Alors, il m'est venu quand même une question. Bon, la restauration, oui, c'était un signifiant paternel, mais quand même, il y avait le piano, la musique, donc la voix. Mais insignifiant, c'est toujours ça. Oui, C'est pas un truc tout seul qui se balade dans le oui, piano. voilà, oui. C'est toujours ancré dans une logique, dans du concret, dans une jouissance. La jouissance de la restauration du piano, ça va de soi. La jouissance de jouer du piano, ça va de soi. C'est toujours ancré très profondément. Est-ce qu'il y avait aussi l'incidence de la voix maternelle dans son masochisme? Tout à fait d'accord. Qui Absolument est-ce qui d'accord. avait voulu qu'il fasse du piano? Le père, la mère? Enfin, qui l'avait mis au Non, c'est lui. piano? Ah, c'est lui. C'est lui.
Ah C'est oui, lui, c'est de, lui. de Simplement, il en son... faisait un équivalent de sa jouissance phallique, c'est-à-dire donc d'une certaine manière de sa virilité, et c'était la virilité qui n'était pas du tout admise par sa mère. C'était un exemple parmi d'autres. Une petite question. Alors là, moi, je me suis posé une question. Pourquoi la jouissance différée, enfin plus fragile de la femme, le seuil élevé, était plus pour le seuil le plus bas pour l'homme, ça se comprend. La fécondation est plus vite accomplie. Mais pourquoi le seuil plus élevé de la femme favorise également cette, Question élémentaire. Mais c'est bien sûr parce que si son seuil est élevé, elle va rester le temps suffisant pour que l'émission parvienne. Tandis que si son seuil est bas, elle aussi, elle s'en va dès que c'est fait. C'est question élémentaire. Oui, elle attend alors. Elle attend, oui. Bah, j'ai eu une patiente qui, curieusement, était pressée dans l'orgasme. Alors, Elle voulait en finir rapidement. tout à fait. Il y a C'était beaucoup très masculin, phallique. Enfin, je ne C'est sais pas. compliqué, en Elle tout voulait se débarrasser de quelque En tout chose. cas, il y a beaucoup Oui. de cas comme ça va de soi, mais ça ne contredit pas, à mon avis, ça ne contredit pas du tout ce que j'ai énoncé de tout ça, parce que lorsque une femme est pressée de l'orgasme, c'est souvent parce qu'elle veut être fécondée. Premièrement. Premièrement. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, lorsque le rapport sexuel a un but de fécondation, il y a beaucoup de, vous avez dû remarquer qu'il y a, dans votre expérience, qu'il y a beaucoup de personnes qui là trouvent le désir du rapport, qui n'en ont plus à partir du moment où il n'est plus possiblement fécondant. Vous avez remarqué ça. C'est que pour certaines personnes, la fécondation est liée à la jouissance pour, en quelque sorte, lui donner un alibi, pour en quelque sorte lui donner une permission. Ça n'est qu'à la condition. La religion a fait ça. Pourquoi ça serait inefficace, puisque c'est efficace dans la religion? Donc ça continue au niveau subjectif. On a le droit à jouir un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, si c'est pour féconder. Voilà. Donc c'est le même principe. Donc dans ce cas-là, il est parfaitement compréhensible qu'une femme soit, qui puisse arriver, ce sont des cas singuliers tout ça, on ne peut pas du tout en faire une règle, qu'il puisse arriver qu'une femme soit pressée que cet orgasme se produise. Ajoutez à cela qu'elle peut être pressée d'en finir, évidemment. C'est autre chose, c'est un autre genre. C'est un autre genre, mais il y a beaucoup d'hommes qui également euh, 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 sont pressés d'en finir, ça va de soi, mais quelquefois tardent dans cet orgasme, et d'autant plus que le désir de la femme, ils le savent, est de féconder, est d'être fécondé. C'est-à-dire que ça les rend pères. Et si ça les rend pères, il est bien évident que pour certains, ça constitue un empêchement à ce que l'orgasme puisse, et surtout l'éjaculation, puisse se produire. Hein. Ce sont des choses très logiques après tout. Hein. D'ailleurs, il paraît que beaucoup d'hommes maintenant ont du mal à, enfin, C'est ce que je dis. oui, C'est ce que je dis. que c'est, Depuis que la religion ne s'occupe plus de la oui. procréation, pardon, depuis, je le dis pour le Zoom parce que sinon ils vont rien entendre, enfin je prends le micro, depuis que la religion ne s'occupe plus de la procréation, on sait bien que, évidemment, ça a soulagé la civilisation d'un grand méfait. Tout de même pour la jouissance, pour bien d'autres choses aussi, mais notamment pour la jouissance, encore que ça n'a pas été un méfait, et Freud l'avait compris, pour le désir, contrairement à la jouissance, puisqu'au contraire, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, l'interdit fait désirer. Donc ça a été un méfait pour le désir, mais pour la jouissance, c'est autre chose. Donc une fois que la religion recule, euh, il n'est pas dit du tout qu'elle ne reviendra pas. Vous savez que Lacan prédisait qu'elle allait revenir. Déjà, d'ores et déjà, il n'a pas tort, puisqu'elle est revenue d'abord par Allah, en quelque sorte, et puis aussi par Jéhovah. La religion va revenir, peut-être même dans le champ chrétien, en tout cas, elle en prend le chemin, et certains partisans de ce retour se réjouissent de ce que les baptêmes recommencent à croître.
N'est-ce pas? Donc, c'est pas exclu du tout. En tout cas, lorsque la religion n'est plus là, vous savez bien ce qui se passe dans le rapport sexuel. Il se passe que dès lors, l'angoisse est nue. Elle est nue. Elle est nue sans interposition de Dieu. Dès qu'il n'y a plus Dieu dans le rapport sexuel, l'angoisse est nue et il n'y a plus grand-chose pour y parer. Et par conséquent, ça produit des effets considérables. Vous savez que parmi les jeunes générations à l'heure actuelle, la fréquence des rapports sexuels, par les enquêtes qui s'y sont penchées, montre qu'elle a énormément baissé depuis les années 68. Depuis les années 68, où un espèce de franchissement massif, parfois ridicule d'ailleurs, mais quand même massif, de l'interdit de la jouissance s'était déployé et avait donné lieu à cette époque comme ça, un petit peu débridée à un certain niveau de la jouissance. Tandis que maintenant, que depuis 68, nous avons donc plus de 25 ans d'expérience dans la civilisation, dans le malaise de la civilisation, d'une jouissance sexuelle non interdite, sauf, comme il est dit, en ce qui concerne le consentement, bien sûr. Eh bien, dans ce cadre, les rapports sexuels ont plutôt tendance à décliner, et c'est ce qui se passe. Et même des couples se forment à la condition qu'on n'aura pas de rapport sexuel. Et là, ça marche. Il faut le savoir. C'est très intéressant, c'est très important. Asexué, oui. C'est très important. C'est pas asexué, c'est asexuel. C'est différent. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que l'équipe suivante est déjà là. Je peux poser une question? Ah oui, allez-y. Oui, bonjour Véronique Arnaud-Boutry. Il y a quelque chose qui m'a frappé par rapport au pouvoir fécondant et de l'impact, au moins dans le fantasme. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, ça je l'ai appris par une patiente, euh, un certain nombre d'hommes, certains, se font stériliser. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, pour pas être embarrassés d'une paternité, ils le présentent comme ça. Donc, à 40 ans, ils ont eu des enfants et ils présentent, et ils sont stérilisés, mais bien sûr, ils continuent j'allais dire, à avoir des rapports sexuels avec des personnes de leur choix. Mais je trouve que c'est catastrophique pour les femmes et pour le fantasme, excusez-moi. Est-ce que vous avez évoqué ce pouvoir fécondant qui tout d'un coup n'existe plus? J'ai pas prononcé le mot de pouvoir fécondant. Ça, c'est vous qui le prononcez. Oui, je le dis comme ça. Oui. Alors, il est certain que dans certains cas, dans certains cas singuliers, on peut mettre le mot de pouvoir puisque c'est ressenti par certains comme ça. Bien sûr qu'il y a cette modalité, mais il y en a tellement d'autres. Il y a plein de modalités qui dérivent très directement de la liberté, en quelque sorte, de la jouissance sexuelle qu'on connaît en Occident depuis 25 ans. Mais ces hommes-là qui, comme vous dites, mettent fin à leur pouvoir fécondant délibérément, eh bien, je pense qu'ils ils ne doivent plus avoir le symptôme d'anorgasmie, justement, puisqu'ils sont tranquilles de ce côté-là. Voilà, puisque le symptôme d'anorgasmie chez l'homme est très souvent associé, lorsqu'il existe, ça va de soi, est très souvent associé soit à la crainte de féconder, bien entendu, soit au refus de faire jouir l'autre, tout simplement. Voilà. Dernière chose, je me suis laissé dire que les causes de stérilité pour lesquelles les couples mettent en route des FIV, c'était dû à cela justement, plus au défaut d'éjaculation des hommes. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Les statistiques. Il faudrait voir, oui. Merci.